il est lourd. Je sais pas, tu vois Joël, il a 30 ans, ça démarre. Direct dès le début du jeu, tu sens que le jeu il est intelligent, parce que t'as une explosion à la télé, tu la vois par la fenêtre dans le jeu. Il y a tout un délire en termes d'immersion, le jeu est ouf. C'est là où tu meurs. Bah ouais, je suis mort une fois dans le prologue, oui, bah oui. Et la fin du prologue, c'est genre, vas-y, Joël, il a... hop, l'apocalypse vient de commencer. On vient d'apprendre que le cordyceps, qui est le virus dans le jeu qui infecte les hommes. En fait, dans la vraie vie, ça existe, le cordyceps, mais attention, calmez-vous, calmez-vous. Je vous vois paniquer, commencer à aller faire les courses, à prendre 10 kilos de PQ. Non, non, calmez-vous. Le cordyceps, dans la vraie vie, ne s'applique qu'aux insectes. C'est un... Je peux vous mettre des images, attendez, je vais vous mettre des images. Le cordyceps. C'est pas gore, c'est des insectes, vous avez déjà vu des insectes écrasés, bon. Pourquoi ça met ça? J'ai pas demandé à... Eh, putain... Il est cassé le stream, gros, regarde, il met même ma transition de début. Vas-y, laissez tomber, je sais pas ce qu'il a, le stream ce soir il est cassé, gros. Capture d'écran, hop. Alors, cordyceps. Le cordyceps, en vrai, voilà, ça ressemble à ça, donc c'est un champignon. Qui est évidemment un virus. Et voilà ce que ça fait aux insectes. Les insectes, en fait, ça rentre dans les insectes, ça contamine un insecte, qui va ensuite se faire infecter. Hein. Et en fait, après, le cordyceps va se développer dans son corps, et en fait, il va prendre possession de l'insecte, le faire monter physiquement en hauteur, sur des plantes ou quoi, pour que ça passe. Et après, il va tuer l'insecte, puisqu'il va là, et en fait, il va sortir du corps, comme sur la photo, et se répandre. Après, ça va créer des spores dans l'air, et c'est pour infecter de plus en plus d'insectes. Et ben, c'est le même principe dans The Last of Us. Dans The Last of Us, il y a le cordyceps qui s'applique, comme pour les insectes, aux hommes. Ça infecte les hommes, ça les zombifie, ça prend possession, ça les zombifie, mais malgré eux. C'est pas comme dans d'autres œuvres sur les zombies, où c'est une infection, ou c'est parce que c'est une épidémie, etc. Là, c'est un champignon qui est un parasite. Dans les autres trucs, ça peut être juste ils se mordent, et voilà. Là, c'est un parasite qui prend possession des gens malgré eux, et qui après se répand dans leur corps, les rend de plus en plus aveugles, jusqu'à ce que ça sorte de leur crâne, et ça les rend totalement aveugles. Et ils ne peuvent se réparer qu'avec les sons. Et ça devient des claqueurs, en ce moment. Dans le cas où la phase finale d'un zombie classique dans The Last of Us, ça s'appelle un claqueur. C'est l'ennemi, ça ressemble, regardez. Claqueur. Hop. Ça ressemble à ça, voilà. Un claqueur, c'est ça. Et ce qu'il y a sur sa tête, c'est le champignon qui est sorti de son crâne. Ça ressemble à ça, voilà. Voilà le claqueur. Voilà. Et donc, prologue, on apprend qu'il y a ça. Et après, ce qui est vraiment qui est très dans l'émotion, c'est la fin. Tu vois la fille de Joël se faire tirer dessus, parce que le militaire a pour ordre de tirer sur tout ce qui est vivant, sans se poser de questions. Il tombe sur un militaire qui a cet ordre-là, et ça tue, il bute de sang-froid sa fille. Musique, ah bon, on m'entend pas? Et en fait, voilà, le militaire bute de sang-froid sa fille, et bam. Et là, t'as Joël qui fond en larmes, le mec a 30 ans, il est pas tout skinny, hein, il ressemble pas à un squelette, le mec il est un peu stock et tout. Et c'est intense, tu sens que le mec a un passé et tout. Et paf, sa fille meurt, il est en larmes, il est dévasté. Et après, paf, cut, écran noir. Et on a affaire, dès le début du jeu, tu sens que qu'ils ont bossé à fond dessus. Parce que dès le début, on entend quoi dès le début? On entend le thème principal, qui est juste magique. Le voici. Ça... Le boss du 2. Tu parles de la phase finale du... C'est-à-dire, de quel? De quoi? La phase finale de quoi? Du prologue? Le boss du 2. On va en parler du boss du 2, on va en parler, mais pas tout de suite. Mais juste, putain. Ces accords-là sont juste incroyables et je vais la laisser tourner en fait. Juste totalement laisser tourner en fond. Parce que là, on parle du 1. Et là, c'est parti, on est dans l'ambiance. Bah, t'as le droit de pleurer, Edry. De toute façon, on te voit pas, donc vas-y, chiale. C'est parti, on parle d'un des meilleurs jeux du monde. On parle de jeux qui ont été tous les deux primés en termes de jeux de l'année. Je vais vous le faire un jour à la guitare. Si vous voulez, je vous le ferai en bonus à la fin de ce débat. Je vous le ferai en bonus. Vous savez quoi? Vous avez gagné. Vous l'aurez à la guitare à la fin de ce débat, à la fin de cette prise de parole.
de ce just chatting time. Ça veut rien dire. Mais hop, je vais me reprendre l'écran pour mieux. Et ouais, putain, voilà, le prologue, t'entends ça, hop, le jeu démarre. 20 ans plus tard, hop, toute l'histoire de Joël commence. Tu fais connaissance avec Tess, qui est, une amie, si ce n'est plus, parce que techniquement, quand t'écoutes leur dialogue, c'est sûr à 100% qu'il y a eu plus que de l'amitié avec eux. Que c'est très beau, magnifique, magnifique. Mets la playlist pendant que tu parles, comme ça tu peux rebondir. Ah ouais, pas con. Je vais aller sur Spotify. Putain, t'es fort, toi. Là, tu devrais streamer à ma place. Spotify, t'es où? Vite, ouvre-toi, j'ai besoin de toi maintenant. Hop, Spotify, hop. Attendez, bah j'ai même pas besoin, j'étais déjà là, regardez, hop, l'accueil, tac. Tac, on se met l'album en entier, hop. Quarantine zone, bah tiens, ça tombe bien. La quarantine zone, c'est par là que tu... Oula, on m'entend plus. Quarantine zone... Quarantaine, c'est la zone de quarantaine, c'est quand tu commences le jeu. Après, hop, hop. 20 ans se passent. Et 20 ans se passent, et hop. C'est ça, en plus, regarde, le nom de la chanson, c'est 20 years later. Ça veut dire 20 ans plus tard, hop, Tess Joël. Et c'est fou. T'arrives. Et là, hop, t'avances, tu te rends compte qu'il y a des zones de quarantaine, gérées par la Fedra, qui c'est une police, en fait, c'est la police de The Last of Us, ça s'appelle la Fedra à cette époque-là. Et quoi dire, et voilà, donc tu sors, tu commences à te battre contre des espèces de rebelles, et là tu fais la rencontre. Comment elle s'appelle la chef des Lucioles, putain j'ai oublié son nom, je suis un débile. Firefly. Merde, comment qu'elle s'appelle celle-là là? Connasse. Non. Ah. Dries, si tu réponds avant. Putain, mais je l'ai pas, c'est un délire. Marlène, c'est bon, j'ai. Marlène, donc en fait, tu fais la connaissance de Marlène, qui te dit qu'elle a peut-être une solution, et qu'elle veut vous la montrer. Donc t'arrives, et là, qui apparaît? On t'avance dans le jeu un peu quand même, et qui apparaît devant tes yeux? Petite fille. Petite fille qui a l'air d'avoir quoi? Ça veut pas dire les libellules, non, c'est les lucioles, exemple. Pas les libellules, les lucioles. Et donc t'arrives devant une petite fille qui a quoi, 14 ans. Et il s'agit de Ellie. Ellie, tu ne sais pas qui c'est au début. Juste, on te dit de l'amener à un endroit précis. La dernière planque connue des lucioles. Il se trouve au milieu du pays, au milieu des États-Unis. Il faut traverser un peu, il faut marcher un peu. Donc voilà. L'aventure commence là, la vraie aventure commence là. Tu démarres, en fait, tu sens que l'aventure... Derrière le bouffe, j'avoue, j'ai oublié ça, j'ai oublié comment elle s'appelait, Marlène. Oh, quelle bouffe. Et oui, quelle bouffe Gustandard d'appeler aussi. Le bouffe, il a confondu les libellules et les libellules et les lucioles. Putain, merde, c'est pas du tout le même insecte en plus. Dire le bouffe. Et ouais, voilà, donc l'aventure commence vraiment, pour moi, en termes d'aventure, quand tu découvres, quand tu fais la connaissance d'Ellie et que ça part. Donc ils avancent, et en fait ils se font traquer par la police, la Fedra, parce qu'ils ne respectent pas le couvre-feu. Et oui, il y a couvre-feu comme maintenant. Et du coup, il y a un moment où la Fedra en fait arrive à arrêter Joël, que l'on contrôle, donc Tess et Ellie. Mais Ellie sauve un peu la mise puisqu'elle bute le fameux flic qui arrête ce beau monde. Et il s'avère que là-dessus, Tess et Joël découvrent quelque chose d'un peu bizarre. Enfin, qu'il les interpelle, parce que c'est pas rien, parce qu'il se rend compte que Ellie est affectée elle aussi. Enfin, elle aussi, pourquoi? Elle est affectée. Mais elle leur assure qu'elle est immunisée. Et que ça fait déjà, je crois que ça va faire quoi, 2 semaines qu'elle est à ce moment-là, un peu plus. Et que de toute façon, ils le savent, qu'il faut quelques heures pour devenir infecté, une fois que tu es mordu. Ou que tu es rentré en contact, que le zombie a réussi à te... Enfin, que l'infecté a réussi à t'avoir, en fait. Il faut quelques heures, quelques jours. Voilà, et pour un claqueur, tu deviens un claqueur. Quand t'es infecté, tu deviens un claqueur au bout de 1 an. Plus ou moins.
Donc voilà. Et elle leur dit, la seule preuve, c'est que ça fait longtemps que je me suis fait mordre et que je suis pas devenu infecté. Donc au début, il la croit pas du tout. Et c'est humain de pas la croire. Et c'est là que tu commences à comprendre que le jeu, il part sur une note qui est très immersive, parce qu'on te donne des personnages qui sont prêts à buter une gamine, en fait, parce qu'ils la pensent infectée, en fait. Ils sont prêts à lui tirer dessus instant parce qu'ils ne veulent pas se risquer. Alors, finalement, ils y renoncent. Et heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas de jeu. Et donc voilà, tu avances, tu avances. Et finalement, ils trouvent la planque des lucioles. Mais oui, si, c'est bon. Et les lucioles ne sont déjà parties. En fait, elles ont fui. Et elles ont fui encore une fois la Fedra. Entre temps, tu t'es battu contre des infectés avec Tess, etc. Et il s'avère que Tess, et la musique est en accord, s'est fait infecter. S'est fait mordre au cou. Et dans cette situation, Joël est très réticent. En fait, Tess se dit tout de suite, partez devant, laissez-moi me battre contre la Fedra. Et Joël est évidemment réticent. Et encore une fois, c'est très humain comme réaction, il ne veut pas. Il dit non, t'inquiète pas, on va trouver un remède et tout. Et je dis pas ça, mais il dit non, je refuse, tu pars, on y va maintenant, ou on reste avec toi. Et il lui dit, de toute façon, ça sert à rien, j'ai pas envie de devenir un monstre, donc autant mourir là en me prenant une balle. Et c'est ce qui se passe. On prend Joël part avec Ellie, et Tess se fait flinguer par la Fedra. On avance, et je vais un peu abréger parce que il y a de très belles scènes dans le 1. Et notamment une scène vers la fin qui m'a scotché quand je l'ai vue. C'est la scène avec les girafes. Déjà, il y avait la scène, il y a eu déjà. Bon, j'abrège beaucoup. Oula, j'ai entendu un follow. Qui c'est follow? Qui a follow? Merci beaucoup. Merci à toi, Hugo, le petit JD, d'avoir refollow pour l'alerte. Merci beaucoup. Rien, tu as des emotes partout. Hey, petit ref au dernier Star Wars parce que alors, je fais une parenthèse parce que pour que tu aies le contexte. Pourquoi j'ai mis cette alerte là et pas une qui soit totalement personnalisée? Parce que le personnage qui fait hey dans Star Wars s'appelle Babou Frick. Frick, c'est mon pseudo actuel. Et devine quel était mon pseudo d'avant? Bah Babou. Donc, alors c'est totalement un hasard. Hein. Et ils ont appelé un personnage Star Wars par mes deux pseudos. Super. Donc du coup, j'ai été obligé de faire ça. Bon, donc voilà. Reprenons donc. Il y a une scène donc, dans The Last of Us. Je reviendrai un peu sur le jeu ensuite, mais vraiment, cette scène-là, avec les girafes, qu'est-ce qu'elle est belle, putain. T'arrives à un moment du jeu, tu viens de te battre contre des zombies. Tu viens de passer des épreuves, tu viens de passer des trucs. À un moment, tu vois ça vers la fin du jeu. C'est une admiration. J'avais arrêté une game, enfin une session sur cette scène-là. J'étais bluffé, j'ai bien dormi après ça, c'était magnifique. Mais bon, revenons un peu sur le jeu parce que j'ai beaucoup abrégé. Mais c'est-à-dire que dans le jeu après, la scène dans le supermarché et dans le campus, elles sont magnifiques aussi. C'est un délire, tout est bien millimétré. En fait, c'est un jeu. Faut vous dire que en fait le jeu, il y a aucun pet, il y a aucune, en tout cas j'ai essayé, hein, mais il y a aucune faille. Les seules failles que vous pourrez trouver, ce sont dans l'IA évidemment, parce que l'IA, je connais pas de jeu où l'IA est vraiment nickel, parfaite. Ça n'existe pas parce que c'est une IA. L'intelligence artificielle ne réagit que à ce que toi tu fais. Et il y a tellement de manières de jouer à un jeu vidéo. Je pense qu'il y a un joueur, une manière de jeu finalement, quasiment. Dans les jeux solo, je dis bien. Même je pense que dans tous les jeux, c'est comme ça. Tout le monde a un peu sa vision, sa manière de jouer, sa réactivité, son niveau en fait, aussi. Et donc l'IA doit s'adapter. En plus, l'IA est aussi régie par le niveau de difficulté que vous avez choisi. Je jouais en normal. Donc l'IA avait une difficulté de jeu réglée en normal. De toute façon, la première fois que je joue au jeu que je connais pas, je le mets tout le temps en normal. C'est conseillé, puis c'est mieux pour jouer parce que moi j'aime beaucoup l'histoire des jeux et j'ai pas forcément envie de m'imposer un défi dès le début. Je m'imposerai des défis. Un jour, là, la prochaine fois que je joue à The Last of Us, je le mettrai en réaliste. On verra ce que ça donne. Mais bref. Voilà, donc t'arrives à un moment, t'es dans la scène du supermarché, qui est longue, et puis tu te bats contre la Fedra. Et même avant ça, avant d'arriver, tu fais la découverte des rebelles. Les rebelles qui te tirent dessus sans savoir qui tu es. Parce qu'ils ont peur, en fait. Et du coup, tu te remets beaucoup en question. Tu te dis, mais si ça arrive vraiment, ça, pourquoi les humains iraient se tirer dessus au lieu de s'entraider? Pourquoi on ferait ça?
C'est fou. Donc tu découvres les rebelles. Après, tu arrives. Et dit-il alors qu'il meurt 35 fois vers la fin. Oui, bah je suis mort 35 fois vers la fin. Oui, parce qu'il y a des moments où c'est dur. Comme tu le dis juste avant, le jeu marque une pause et te laisse te reposer. Oui, mais après, il te roue de coups. Il te boxe les intestins, en fait. Et c'est tant mieux que je sois mort 35 fois, parce que j'ai kiffé. Au bout d'un moment, j'en avais marre, mais quand même, j'ai quand même kiffé le jeu. Si j'aurais pas kiffé, j'aurais posé un temps ta manette, au bout de la 35e fois, j'aurais fait c'est mort, j'arrête de jouer à ce jeu. Et non, parce que je savais qu'ensuite, il y avait quand même des trucs à voir. Bref, tu découvres les rebelles. Avec ça, tu découvres aussi 2 alliés, dont j'ai encore oublié les noms. Parce que j'ai appris les noms des gens dans The Last of Us 2. Mais j'ai totalement zappé les. Il y a Tommy, Tommy, je m'en souviens. Tommy, c'est le frère de Joël. Il y a Bill. Bill, c'est un peu, c'est vers le milieu du jeu. Un peu avant de découvrir les rebelles, tu découvres Bill, qui est un mec qui crée des pièges. Ce bon vieux Bill. Ce vieux Bill. Voilà, c'est Henry et Sam. Voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, Dérive. Tu l'as dit au même moment où j'ai trouvé. Bravo. Henry et Sam, donc tu fais la découverte de Henry et Sam, qui sont pareil comme toi, des survivants, survivent par leurs propres moyens. T'avances comme ça. Et puis paf, le petit Sam, paf, il se fait zombifier. Tu vois son frère, son grand frère, en fait c'est son frère. C'est le grand frère Henry, le petit frère Sam. Au début, tu vois Joël braquer, enfin mettre en joue Sam, évidemment, réflexe, parce qu'il attaque Ellie en fait. Il met en joue et hop, tac, réflexe, Henry met en joue Joël, qui lui avait donc mis en joue, comme je l'ai dit, son petit frère. Et après, hop, il est en sueur, le Henry, il sait plus quoi faire. Et il bute son frère de sang-froid avant de lui-même se coller une balle dans la tête. Cette scène-là, je pouvais rien dire. J'ai pas su quoi exprimer en fait. C'était en mode. C'est un truc. C'est chaud en fait. En fait, ça te pose des questions de comment toi, dans cette situation-là, tu réagirais. Comment faire si. Admettons, regardez, demain, hop, apocalypse zombie. Vous vivez avec vos parents et votre daron, par exemple, se fait zombifier. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui tirez une balle dans la tête ou est-ce que vous le laissez bouffer tranquille? Est-ce que vous le laissez vous bouffer? Parce que c'est quand même votre père. Et je sais pas ce que je fais. Ça rappelle un peu bon, l'énigme, enfin la question un peu beauf de t'as ta mère dans le corps de ta copine et inversement, laquelle tu prends. Voilà, c'est un peu pareil. Tu sais pas quoi faire. Mais bon, là on parle de The Last of Us et zombies, donc on se calme. On parlera de cul une autre fois. Mais voilà. Beaucoup de questions. Après, voilà, tu avances, tu découvres une île, des zombies, etc. Il y a des endroits dans l'île, ensuite, que tu découvres, où tu vois qu'il y a des salles de classe improvisées qui ont été désertées. C'est fou, en fait, l'aspect humain qui est dans le jeu, et l'aspect, ouais, il y a eu de la vie à ces endroits-là qui maintenant sont désertés, et où il y a des infectés. C'est un truc de fou. Donc, t'arrives vers la fin. À la fin, paf, tu découvres enfin le dernier endroit où sont les Lucioles, qui est un hôpital, l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. Et oui, les noms des villes sont les vrais, hein. C'est pas des noms de villes inventés. On parle bien des noms des vraies villes aux États-Unis. Et voilà ce que tu apprends à la fin. Ça y est, Ellie est en effet un remède. Et non, mais en fait, je sais que Dri, toi tu le dis. Oui, j'ai fait l'impasse sur une scène importante du film que tout le monde. Du jeu, pardon. Que tout le monde connaît maintenant, je pense. Mais j'en parlerai à la fin de cette scène-là parce que c'est l'une des scènes quand je les revois qui sont. Ah, elles sont là dedans, là. Elles sont bien dedans. Voilà, donc t'arrives et on te dit ouais, Ellie, c'est bel et bien la solution. Et putain, c'est fou comme la musique elle est bien en accord. Parce qu'en plus, on va parler d'un truc qui est pas forcément joyeux, quoi. Casse-toi, Origin, pourquoi tu t'ouvres ta gueule? Et oui, on te dit, ouais, Ellie, c'est bel et bien la solution. On te dit, oui, Ellie, c'est peut-être le salut de l'humanité. Mais malheureusement, tu apprends que le cordyceps, il se loge dans le cerveau. Et que le seul moyen d'avoir un remède, c'est de le prélever du cerveau d'Ellie. Et donc, de la tuer. Là-dessus, tu incarnes Joël.
Joël n'est pas d'accord avec ça. Joël, il a un côté humain. Évidemment, c'est pas une machine qui fait... Bah, de toute façon, c'est pas une machine qui réfléchit dans le sens où... Ouais, Ellie, ce n'est qu'un paquet. Allez-y. Je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas tissé de relation avec elle. Le but est là. Et non, il a tissé des relations avec Ellie. Il a tissé des liens forts. On le rappelle, au début du jeu, dans le prologue, il perd sa fille. Il perd sa fille, sa petite fille. Il n'a pas eu le temps d'accomplir sa tâche de père jusqu'au bout. Sa fille, au moment où elle meurt, elle a 12, 13, 14 ans. Il y a encore du chemin à faire quand ta fille a 12, 13, l'adolescence, l'âge adulte à passer. Il ne pourra jamais le faire avec sa fille parce qu'elle est morte à 13 ans. Faut comprendre ça. Quand il rencontre Ellie, vers la fin du jeu, c'est une nouvelle fille pour lui. C'est un peu comme s'il retrouvait sa fille. Mais c'est Ellie. Et sur ça, le jeu va prendre une tournure de fin qui m'a scotché, moi. C'est-à-dire que tu incarnes Joël et tu dois tuer toutes les lucioles qui te restent sur ton passage pour aller sauver Ellie. Tu vas jusqu'à buter avec sa propre seringue le chirurgien. Et tu sauves Ellie. Et là, voilà, Ellie, elle était endormie. Elle ne sait rien de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas que Joël a tué tout le monde, qu'il l'a sauvé, qu'il a renoncé à celui de l'humanité, qu'il n'a pas accepté qu'il y a un vaccin. C'est pas qu'il n'a pas accepté, c'est qu'il a fait en sorte que c'est impossible finalement, parce qu'il a retiré. Il a même buté Marlène. Il a buté à la fin. Il a fait la scène de fin, c'est hop, il la met en joue et lui dit t'essaieras de la trouver. Paf, balle. Scène de fin. Il y a deux séquences. Séquence voiture et séquence on retourne chez Tommy. Parce qu'il y avait Tommy aussi dans le jeu, son frère. Séquence dans la voiture. Ellie est sur la plage arrière. Et elle se réveille et elle demande ce qui s'est passé. Pourquoi elle est là? Parce qu'elle se réveille dans la voiture de Joël et elle se demande pourquoi elle est là. Et Joël lui dit ouais, de toute façon il n'y a pas de solution et puis il y en a plein des comme toi. Ils en trouveront d'autres. Il a menti. Pour la préserver, pour la sauver. Putain, la musique est encore une fois d'accord avec la manière de raconter. C'est génial, je suis à fond. Mais et voilà, et donc hop, et deuxième séquence de fin. T'arrives sur une montagne, hop, qui surplombe un peu le village que Tommy a mis en place. Et hop, et là, une deuxième fois, elle insiste. Ellie, elle dit, dis-moi la vérité. Assure-moi que c'est la vérité. Et il lui dit, oui, c'est la vérité. Cut au noir, générique de fin. T'as fini The Last of Us 1. Et quand j'ai vu le générique de fin, et Dri peut le confirmer, j'ai pris une claque audiovisuelle. Et quand je dis que j'ai pris une claque audiovisuelle, ça arrive rarement. J'ai pris une claque audiovisuelle en regardant Monstres et compagnie quand j'étais petit. C'est devenu mon film préféré, et je pense qu'aucun film ne pourra détrôner, pour moi, dans mon cœur, dans mes films préférés, ce film-là. Parce qu'il faut arriver à mettre en accord et en concordance plein d'éléments qui font que je vais surkiffer ça. Et ça a marché avec Monster Company et ça marche toujours. Je le revois plein de fois tous les ans et ça marche tout le temps. Et c'est pour ça que c'est mon film préféré. J'ai été scotché, j'ai pris une claque visuelle en voyant Tenet, en voyant Parasite, le film coréen, en voyant les 3 Retours vers le futur, en voyant les Star Wars, tout ça. J'ai pris des claques audiovisuelles à chaque fois. Et j'en ai pris sur d'autres jeux. J'ai pris sur Spider-Man, je prends en ce moment des claques audiovisuelles. Quand j'ai joué à GTA 4, qui est mon jeu préféré et qui l'est, malgré The Last of Us, The Last of Us, c'est juste après. Vraiment, The Last of Us, c'est deuxième place, mais j'ai envie qu'il y ait une place 1,5 ou 1 bis. Parce que il est très proche de GTA 4. GTA 4 m'a mis une claque audiovisuelle parce que j'y ai joué à un moment parfait pour le kiffer, en fait. Sur PS3, je l'ai découvert, j'ai pas pu le finir, j'avais la rage de pas avoir le temps de le finir, donc je l'ai repris sur PC. Et bref, l'histoire de GTA 4, pareil, elle t'apprend un truc sur toi-même. Et sur la manière de penser. Et voilà, j'ai pris des claques audiovisuelles en voyant des claques artistiques aussi, en allant au théâtre, en lisant des trucs, en lisant des mangas, des bouquins. C'est un truc de fou. En ce moment, je lis GTO, je prends des claques à chaque tome. Et la nostalgie aussi joue beaucoup. La nostalgie des premières fois, des films qui t'ont marqué, de ta jeunesse, etc. Ça marche beaucoup là-dedans. C'est un truc qui marque beaucoup, en fait. Et c'est pour ça, j'ai bien aimé GTA 5 aussi, mais il m'a moins marqué dans son histoire. Il m'a plus marqué dans ses innovations. Avec le multi-personnage, avec les graphismes qui dépassent, pour l'époque, certains jeux, pour la grande map, l'abondance de véhicules, les idées, voilà.
tout ce qui est le fait de faire des missions en parallèle. Mais bref, j'ai pris des claques audiovisuelles, mais celle-là, la claque de The Last of Us, c'était une claque qui était différente de toutes celles que j'ai pu prendre dans ma vie. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai pris une claque, c'est que c'est fou. En fait, c'est un jeu qui m'a fait prendre conscience que maintenant, c'est assez rare. En tout cas, pour The Last of Us, c'est vrai. On ne joue plus un jeu. Oui, c'est des tambours là. Eh, ça va aller. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne joue plus un jeu. On vit le jeu. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On le vit. J'ai vécu The Last of Us. C'est-à-dire que, pour moi, Joël, ça a été limite un deuxième papa. C'est-à-dire que j'ai l'impression de le connaître que par cœur, le Joël. C'est-à-dire qu'on a incarné Joël dans le 1. On est Joël. On l'apprend à le connaître, on apprend à l'aimer. On apprend... Le The Last of Us 1, il parle d'amour du début à la fin. Parce que on aime Tess. On aime Ellie, on aime Joël, on a aimé temporairement, enfin, même on a aimé Marlène, on a aimé les Lucioles jusqu'à ce qu'on ait à les buter. On a ri devant Bill, on a aimé rigoler avec les blagues de Ellie et Bill. On a eu de l'attachement pour Tommy et sa femme qui résistent autant que nous. On a eu de l'amour pour ces personnages et à aucun moment vraiment on a de la culpabilité de buter nos ennemis parce que nos ennemis nous font chier et qu'on ne les aime pas. On n'aime pas les infecter parce que bah, on sait... Bon, après, les infectés, quand même, s'il y a un truc à dire, mais la Fedra, on les aime pas parce que la Fedra, bon, bah, c'est un peu des tortionnaires, tu vois. Les infectés, bon, on les aime pas parce qu'ils sont un peu relous, mais en soi, si tu réfléchis bien, les infectés, ils agissent contre leur volonté. Je pense même, dans mon sens, que si on se réfère au fait que le cordyceps prend possession des gens, malgré eux, pour moi, les infectés dans le jeu sont quand même conscients. Ils ne peuvent rien faire, mais ils sont conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients qu'ils attaquent des gens sans le vouloir. Et je pense que quand tu leur tires dessus, ils vivent la mort. C'est plus un truc où ils sont déjà morts. C'est pas des zombies, c'est pas des morts vivants dans le jeu. C'est bel et bien des infectés. C'est ça qui est différent. C'est pas des zombies traditionnels, vous voyez. Bref, voilà. J'ai vécu le jeu. Et voilà, on va donc parler de la scène qui est maintenant... Je vais faire poser la musique pour vous. Je vais vous la mettre, en fait. Je vais totalement vous la mettre dans le stream. You Sin. J'espère que je vais trouver ça. Non, j'ai pas envie de cette scène-là. J'ai pas envie de l'opening. Non! Peut-être qu'avec le film du jeu complet, peut-être que je vais trouver ça. Elle est où cette scène? Elle est pas là. C'est une scène qui... Je vais vous la montrer et puis après je vais vous en parler. Putain, je t'avoue que... Je sais plus trop en aller avant ça. C'est un peu un tournant dans l'histoire. C'est un truc qui te fait comprendre beaucoup de choses. C'est le moment avec les snipes, je crois. Je crois que c'est après. Voilà. Cette putain de scène-là. Mais putain, mettez-moi juste le... Je m'en fous. Je veux juste la scène, en fait. J'espère qu'il n'y a pas de commentaires, sinon je vais péter un câble. Frère. Ah voilà, elle est là. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Bizarre. Décide. Voilà. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que Lâche-moi. personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute Combien seule. de fois on a failli y passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy.
suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. et Là, tu t'aventures sur un terrain miné. je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On est pas... Voilà. Vous voyez, ça me donne encore des frissons alors que j'ai fini le jeu. Et putain, j'ai pu... j'ai pas... Attendez, j'ai fait un moment. C'est fou. Et voilà, donc cette scène là que vous avez vue, on va en parler maintenant. Et en fait, c'est ça. C'est là, pour moi, c'est un tournant dans le jeu parce que Joël commence à comprendre que c'est plus qu'un colis en fait, cette Ellie. C'est plus un simple personnage qui doit transporter à travers le pays. C'est plus ça, c'est au-delà de ça. Il y a une relation qui s'est tissée, mais il veut pas l'admettre encore. Et elle le dit. Toutes les personnes que j'ai aimées, sauf toi, merde. Sauf lui. Lui aussi, elle l'aime. Et c'est fou ce qu'ils disent. Ils parlent de sa fille qui est morte. On revient à ça, on revient au prologue en fait. C'est fou. C'est l'une des plus belles scènes du jeu. Et putain, il a tout un tournant. Parce que juste après ça, il y a une autre séquence où tu vois Joël qui sont à cheval avec Tommy. Tommy il dit bon bah hop, moi vas-y Joël part. Et moi je prends Ellie avec moi. Et finalement il dit il y a 3 chevals. Ellie est sur un cheval aussi. Il dit à Ellie descends de ton cheval et viens derrière moi. Et ils partent ensemble, c'est magnifique. Joël a compris qu'il y avait plus, il y avait de l'attachement quand même si c'était pas sa fille. On s'en fout. C'est tout comme. Voilà. Maintenant, on va passer au jeu qui, en plus de mettre une claque audiovisuelle, m'a mis au sol, m'a tabassé. The Last of Us partie 2. Et là, les amis, là, on va partir sur une playlist. On va partir sur la playlist du 2. Bon, voilà, sans surprise. Sans surprise, je vous mets la playlist du 2 qui est juste là sur... Ah voilà, on va s'arrêter, faire une petite pause sur ce monsieur, voilà, Gustavo Santaolalla, qui rythme une bonne partie des 2 jeux, enfin qui rythme en majorité les 2 jeux, et qui est juste un maître de la guitare, déjà, c'est quel boss, et un maître de ambiance. Faut savoir que en tout cas, j'ai entendu ça, Gustavo Santaolalla, il a des origines argentines, et il a vécu l'oppression en Argentine, etc. Donc je pense qu'en fait, ça se ressent dans sa musique, qui sait ce que c'est d'avoir la pression, d'être dans un monde où il y a de la pression, etc. Ça se sent dans sa musique. Bref, allons-y. Et on va écouter un peu le thème déjà du 2, parce que pareil, il est tellement fort. Ce banjo là. Allez. Fort. Vous mettez... Merde. Vous mettez ça. Je mets ça dans le métro et tout. Maintenant, je suis à fond dedans. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou à quel point, en fait, une musique parfaitement millimétrée, en accord avec le thème de l'œuvre avec laquelle elle est mise dedans. Je parle bien d'un thème, d'une bande originale même. Une musique faite pour un film ou quoi, qui a été choisie pour un film. Si c'est parfaitement en accord avec ce qui est montré, c'est un truc de ouf. Ça te donne des frissons et ça te remet instantanément dans le bain dès les premières notes. J'écoute le banjo, je suis de retour instant auprès de Ellie, Joël, tout le monde. Toute l'aventure se redéroule. Je me rappelle des moments
Les deux jeux, voilà, je vous le dis, les deux jeux m'ont fait traverser des émotions tellement différentes et fortes. J'ai rigolé, j'ai eu peur, j'ai flippé, j'ai tremblé, j'ai ragé, j'ai pesté, j'étais en colère, j'ai ragé. J'ai eu tout, j'étais content. Je suis tombé amoureux du jeu. Je le dis. Je suis même tombé amoureux, gros. C'est un truc de ouf. Et qu'est-ce que les jeux sont beaux. Le 1 était déjà beau pour la PS3. Encore plus beau pour son remaster. Mais le 2, sorti cette année. Quel magnifice. Quelle majestualisation du jeu vidéo. C'est un mot qui n'existe pas, mais que je tiens comme ça veine à que ça rentre. À que ça rentre dans le vocabulaire et dans le dictionnaire. Majestualisation. C'est un jeu qui est majestueux au niveau des graphismes. Vraiment. Et au niveau du réalisme et des détails, en fait. Même la neige. La neige, ils ont apporté un soin à la neige. Donc, dans quel jeu tu vas te dire... Parce que la neige, vraiment, ça représente rien dans le jeu. C'est juste le début, hein, c'est le prologue. La neige, c'est que le prologue. Après, il n'y a plus de neige, quasiment. À quel moment, je vais te dire, je vais faire un jeu avec de la neige, je vais apporter du soin aux détails de la neige. C'est-à-dire que tu rapproches de la neige et tu tapes dedans, ça tombe. Quand dans GTA 5, quand t'as la neige, elle fait rien. Enfin, tu peux juste avoir des boules de neige, c'est tout. Il n'y a pas de neige qui tombe ou quoi. Dans The Last of Us 2, la neige tombe des arbres si tu t'en apportes, tu sais. Je veux dire, c'est débile. Je le dis comme ça, mais faut y penser, faut le faire, faut le coder, quoi. C'est des lignes de code, quoi. Bref, tous les détails et tout. Enfin, The Last of Us 2. On va en parler. Il faut en parler. Dri vous l'a déjà un peu teasé dans le chat. Et t'as très bien fait, hein. Très bien. Parlons-en de Last of Us 2. Parlons-en. Parce que, je vous ai dit, le 1 m'a mis une claque. Mais quand je vous dis une claque, c'est qu'il a pris du recul, cet enculé. Il a vraiment... Le 1, il a pris du recul. Il m'a mis à 180. Il m'a fait faire un tour sur moi-même avant de me faire tomber. Le 2 m'a fait la même chose. Avec un revers ensuite, évidemment. Puis une troisième, et puis un quatrième. Hein. Et après, une fois que je suis tombé au sol, il m'a marave la gueule sans s'arrêter. Dire je pensais en avoir fini. Et puis il m'en remet une couche. Il m'en remet comme ça, tac. Alors je vais juste expliquer. Déjà, on va partir sur la première baffe. Le prologue. Et attention, je vous préviens tout de suite. Ceux qui n'ont pas fini le jeu, ceux qui vont le commencer, ou ceux qui sont dans le prologue actuellement, mettez le live en pause pour... Allez, 30 minutes, un peu moins. Enfin, mettez le live en pause là, maintenant, parce qu'il va y avoir des putains de spoilers, je vous le dis. Je ne peux pas débattre avec vous de ce jeu sans vous spoiler, sans parler des grands moments, parce que c'est que comme ça qu'on parle. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, bah, je vous conseille, pendant un petit instant, de partir, de mettre en pause, d'aller faire autre chose, de couper le son, si vous préférez, parce que je vais pas vous montrer des spoilers, j'ai pas envie de vous montrer ces scènes-là. Je vous montrerai des scènes qui me tiennent à cœur. Il y aura peut-être des spoilers, mais vous serez prévenus comme là. Bref. Au début, tu arrives. Et en fait, il y a plusieurs parties. C'est-à-dire que le tout début, tu arrives, c'est juste après le 1. Hop, tu vois Joël qui explique à Tommy ce qui s'est passé. Et tu prends conscience que la musique va prendre une grande place dans le jeu parce que dès le début, la guitare est mise en avant. Instantanément. C'est-à-dire que tu vois Joël posé dans une chaise à bascule, je crois. Dans Tommy, et puis il nettoie sa guitare, il met les cordes dessus. Je sais pas s'il les met. On s'en fout. Il part à cheval vers le village où ils sont. Où ils sont arrivés à la fin du 1, avec Ellie. Là, Ellie est en train de travailler, etc. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait. Et donc, il la dérange un peu, tu le sens. Il s'aime bien, mais une petite tension, comme dans toutes les relations, de toute façon. Soit amicale, amoureuse, paternelle, fraternelle, tout ce que vous voulez, je m'en branle. Vous vous démerdez. Et voilà, et après, il lui joue de la guitare. Un très beau morceau, d'ailleurs. Que ça soit en VF ou en VO. Magnifique. D'ailleurs, je sais que c'est pas le doubleur VF. D'ailleurs, les doublages, pardon, j'en ai pas parlé dans le 1. C'est incroyable, la scène qu'on a vue là. C'est fou. Et voilà. Je sais que c'est pas le doubleur français qui chante dans le 2. C'est son homologue anglais de la VO. Mais les voix sont tellement bien accordées que tu n'y vois que du feu. Bref. Joue de la guitare, etc. Fais une petite blague que maintenant les fans connaissent. Quel est le comble pour une horloge? C'est de devoir tuer le temps. J'ai quand même esquissé un... Bon, c'est pas la meilleure blague du monde, ni celle du siècle, mais j'ai quand même esquissé un petit sourire. Faut le dire. Voilà, c'est Joël, c'est avec Ellie, y a tout... Tu retrouves un peu le sang du 1, en fait. Tu retrouves un peu cette ligne du 1, de la fin du 1, où ils étaient
Il y avait vraiment une vraie relation entre les deux. Parce que j'ai oublié de vous en parler dans le 1, mais de la partie avec les cannibales. Où en fait j'ai coupé court, je sais pas comment ça s'est passé. J'ai coupé court à ce moment-là, mais voilà, il y a une scène dans le supermarché où Joël se blesse et c'est Ellie qui doit survivre seule. Et elle tombe sur des cannibales qui la capturent et Joël va la sauver. Et c'est là que la relation prend vraiment forme, parce qu'il va la sauver, et là c'est parti. C'est sa nouvelle fille quasiment. Bref, tu retrouves ça dans le 2. Et voilà, et puis après, donc il y a 4-5 ans qui se passent. Il y a grandi. Tu découvres Dina, tu découvres Jessie. Seth aussi, c'est un barman, on le voit au début, c'est tout. Même Gustavo Santaolalla est là. Il a été modélisé dans le jeu, il joue du banjo avec un chien à côté de lui. Au tout début dans le village, bref. Et voilà, donc faut partir en patrouille parce qu'il y a quand même les infectés toujours. Et oui, il n'y a pas de remède. Donc il faut partir en patrouille. Et puis là, le jeu, au moment où tu pars, il cut au noir. Et tu découvres un personnage que tu connais pas, tu sais pas trop qui c'est. Le jeu t'apprend, si t'as mis les sous-titres, qu'elle s'appelle, même avec les dialogues, qu'elle s'appelle Abby. Bon, très bien. Abby apparemment doit elle aussi patrouiller autour du chalet où elle est. Et bizarre ça, son chalet se trouve à côté du village où il y a Tommy et Joël. Il y a la voix de quelqu'un que... Ah oui, Donald Renew qui double un maréchal ferrant. Quelqu'un qui s'occupe des chevaux, qui donne le cheval de Ellie au début, voilà. Donald Renew, c'est vrai, j'ai oublié. Tellement. D'ailleurs, la fille qui double la femme, qui double Ellie, a doublé plein de choses que vous connaissez, plein de rôles que vous connaissez forcément. Vous avez déjà forcément entendu ça quelque part. Autre que dans The Last of Us, c'est sûr, bref. Le casting, qu'il soit VF ou VO, est juste une masterclass. Un truc de... Voilà, Adeline la boss. C'était un truc de fou. Même si ces gens-là ne sont pas connus du tout dans le monde du doublage, forcément. Moi, je les connaissais pas vraiment avant. J'avais déjà entendu leur voix, c'est sûr. Mais je les connaissais pas de nom. Tu t'en fous, c'est des putains de boss. Qu'est-ce que t'en as à foutre de nom? Nique sa mère. Bref. Là, tu découvres Abby. Bon, Abby, en fait, la partie d'Abby au début, c'est un peu un prologue qui t'apprend à jouer. Si t'as oublié les techniques ou si t'as pas joué au 1. Ce qui est un peu con d'ailleurs de pas jouer au 1 avant avoir joué au 2. Après, en vrai, c'est un peu la logique c'est un peu la logique inversée de Red Dead Redemption. En fait, finalement, Red Dead Redemption 1 se passe après Red Dead Redemption 2. Techniquement. Donc, techniquement, dans la chronologie, c'est Red Dead Redemption 2 avant le 1. Là, c'est l'inverse. Des gens, peut-être. Mais bon, c'est con quand même. Pour The Last of Us, c'est con de pas jouer au 1 avant le 2. Techniquement, vous allez comprendre pourquoi. J'explique. Tu découvres Abby. C'est un peu, ça t'apprend à jouer, quoi. C'est pas plus. Mais après, tu rejoues Abby ensuite, parce qu'il y a des petites scènes. Tu apprends où est Joël, etc. Pendant la patrouille. Tu rejoues Abby. Abby, c'est pour se chasser par des zombies. Tu dois t'en sortir. Mais sur qui tombe Abby? Qui sauve Abby? Tommy et son frère Joël. Joël et son frère Tommy. Et ils n'ont pas le temps de retourner à Boston. Là oui, c'est pas Boston, n'importe quoi. Ils viennent de Boston, n'importe quoi. Ils n'ont pas le temps de retourner au village. J'ai oublié où c'était en fait. Ils n'ont pas le temps de retourner au village de Tommy. Donc ils se disent, on va raccompagner Abby à son chalet. Auprès des siens. Il la raccompagne au chalet. Et là, Jackson, merci. Merci de réaction à Jackson. Et là, la musique, c'est fou, la musique, encore une fois, d'accord. Et là, Joël dit son prénom et son nom de famille aux gens qui sont là-bas. Ils sont en groupe. Il dit, moi, c'est Joël. Et lui, c'est Tommy, mon frère. Et là, sans crier gare, un des gens là-bas, paf, coup de fusil à pompe dans la jambe à Joël. Paf, Joël, paf, tombe au sol. Coup de pompe. Confusion totale. Pour le joueur, pour tout le monde, confusion. Confusion. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui tire dedans? Il vient de les sauver. Pourquoi faire ça? Tombe au sol. Et là, Abby le menace. Abby s'approche de lui. Et il dit, mais qu'est-ce qui c'est? T'es qui, toi? Et elle lui dit, ouais, vous êtes Joël Miller. C'est bien vous, je vous reconnais. Et toi, t'es qui, toi? Il commence à comprendre un peu, tu vois. Et nous, on comprend toujours pas. Et là, hop, ça recote au noir. Et là, on rejoue Ellie. On avait déjà joué Ellie un peu avant, pour découvrir Dina, leur relation, etc. Là, on rejoue Ellie. Et là, on doit trouver Joël. On va donc avec Ellie au chalet de ce que moi, j'avais interprété comme les nouvelles Lucioles. C'est comme ça que je l'ai interprété, mais c'est pas totalement ça. Bref. On retourne au chalet avec Ellie. Et là, on assiste à une scène que je peux revoir, mais qui me pince le cœur. C'est la scène où, en fait, tout simplement, je vais vous le dire,
J'ai l'impression d'être un mec qui tease. Je vais vous le dire. Là, je vais vous le dire. Attendez, restez. Non, c'est la scène où Abby bute de sang-froid Joël avec club de golf. Et ça m'a abattu. J'étais vraiment... Et drip, encore une fois, vous le confirmez, j'étais en rage. J'ai crié. Je ne pouvais pas accepter que l'on puisse tuer Joël. Comme je vous l'ai dit, Joël, pour moi, c'était comme un deuxième daron. C'est comme s'ils avaient buté mon daron. Tu ne touches pas à mon père, en fait. Mon père, tu le butes. Je vais peut-être pas te tuer toi, mais je vais te persécuter. Je vais te suivre dans la rue. Je vais te faire flipper. Je vais te faire les pires frauses de ta vie. Je vais te faire les pires crasses. On ne touche pas à mon daron. Mon daron, tu le touches, tu es sûr que je vais te coller au basque toute ta vie. Toute ta vie, je vais être derrière toi. Toute ta vie, tu vas devoir te méfier. Toute ta vie, tu vas être en peur que je vienne t'attaquer. Bah, c'était pareil pour Joël. J'avais la rage. J'ai eu la rage instantanément. Je voulais la buter, Abby. Je voulais la tuer. Je voulais prendre Ellie et me venger instant. Et voilà. Ce qui m'a le plus abattu, c'est... Ah voilà, aussi dans cette même scène. Abby tue Joël. Ok, j'étais en rage. Là, je vois quoi? Je vois son pote, la Mani, qui crache sur Joël, alors qu'il est déjà au sol. Ça, là-dessus, la Mani, j'ai eu vraiment aucun, mais rien pour lui. Dès qu'il a été buté putain dans le jeu, j'étais en mode allez tiens dans ta gueule sale chien, tu ne craches pas sur un mec qui est mort, on fait pas ça. Quel que soit le contexte, on ne crache pas sur un mec qui vient de se faire buter, c'est bon. J'étais totalement hors de moi. En plus ils te le remettent la scène après dans le jeu, ils te le remettent une deuxième fois. C'est un truc de ouf. Après ça je suis dévasté. Joël est mort, cut au noir, la tombe de Joël. On apprend son nom de famille à Joël, Joël Miller, on connaissait pas avant. On l'apprend parce qu'il meurt. C'est un truc de ouf. Tu pars, et là Ellie se décide à traquer Abby. Pour se venger, pour la buter en fait. Et là le jeu commence à vraiment commencer. Tu pars de Jackson pour aller à Seattle. Seattle, où tu sais qu'il y a un ancien camp de la Fedra. Fedra qui est une piste. Ça semble être une piste. Et putain c'est fou, la musique était encore une fois d'accord. Ça semble être une piste, ça semble être bon. Tu arrives, t'as des informations sur des choses qui on sait pas trop ce que c'est, mais ça s'appelle des Wolves. Apparemment, les Wolves c'est le clan de Abby. Et ça confirme, le jeu confirme bel et bien que c'est son clan. Et puis après t'apprends d'autres trucs sur des... Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y aurait une autre faction. Bon, on t'en sait pas plus. Tu traques. Œil pour œil, bien vu, c'est le nom de la chanson. Absolument. Et voilà. Et encore une fois, voilà, il y a des retours avec la musique, tu rejoues de la guitare. La guitare, après voilà, tu sens que la musique, pareil, elle prend comme ici, comme maintenant, là, quand je vous parle, ça prend une place importante. Ça t'immerge totalement. L'immersion est totale. T'arrives dans un Seattle où la nature a pris ses droits. Il y a des zombies, il y a des infectés, il y a des gens qui y ont vécu. Tu te fais tirer dessus, tu dois infiltrer, tu dois passer entre les ennemis. Et on parle des ennemis là, tiens. Parlons des ennemis. Les ennemis qui... Ça n'a plus du tout la même sensation devant un ennemi dans ce jeu. T'es plus là à buter un ennemi qui te bloque la route, qui te fait chier, que t'aimes pas du tout. Là les ennemis ils ont un côté humain à fond. T'arrives, les ennemis qui ont une vie, t'entends leur vie. T'es derrière un mur, t'entends des gens qui parlent, qui disent ah quand ça finit, j'irai bien manger un morceau, ou boire un coup, ou j'irai bien retrouver celle que j'aime, celui que j'aime, etc. Ils ont une vie. C'est des humains comme toi, ils ont une vie. T'en achèves un, mais il est pas totalement mort. Il t'implore de ne pas le tuer, il t'implore de l'épargner. T'en tues un, sous les yeux des autres. Les autres crient son nom. Ils pleurent son nom. C'est tellement dur et lent et douloureux de tuer un personnage dans ce jeu que tu as du remords de les tuer. C'est le premier jeu de tous ceux que j'ai... Pourtant j'y ai joué des jeux, hein. J'en ai joué des jeux, mais... C'est pas la question. C'est le premier jeu, le seul jeu qui m'a fait avoir du remords pour un PNJ en intelligence artificielle face à moi. Jamais avant, je n'avais ressenti autant de remords en tuant un ennemi, même dans Far Cry. Rien. Pour moi, c'était... Et là, c'est plus de bêtes IA qui te foncent dessus en te tirant dessus et en te balançant des couteaux à la gueule. C'est des humains comme toi que t'as face à toi. Des mecs qui sont là, ils ont rien demandé. C'est un truc de fou.
Pareil avec leurs animaux, ils ont des chiens. Buter un chien dans le jeu, c'est tellement mal. C'est un animal. L'animal, il geint ensuite. Il est là, il piaille. Il meurt, il décède en piaillant. Et de la pitié, bien sûr, aussi de la pitié. Quand tu t'implores, t'as de la pitié, t'as pas envie. C'est toi, j'ai vu, je viens de voir. Le ciel triste. Qui écoute Trinity, c'est toi. Le Trinity de Laylo, bienvenue à toi, salut Wowo. C'est fou. Mais putain. Et voilà, donc voilà, t'arrives à Seattle et tu trouves une piste. Une amie proche, j'ai oublié son nom encore une fois, mais j'ai fait me chercher. Une amie de Abby, qui est dans un hôpital. Hôpital où ils auraient des ressources et il y aurait du stuff. Donc t'as envie d'y aller. T'y vas. Tu retrouves la meuf. Tu t'infiltres dans l'hôpital. Et là, quand tu retrouves la meuf, tu la coinces. Tu la pourchasses. Il y a toute une scène de pourchasse. Tu la coinces. Et là, tu vois que Ellie, tout dans la séquence, montre que Ellie a vrillé dans sa tête. Il y a un truc, il y a un moment où elle a basculé du côté, pas obscur de la force, mais du côté vengeance absolue en fait. Spoil, j'ai prévenu qu'il y aurait du spoil, je l'ai prévenu. Bascule. Et le jeu te dit, appuie sur croix en fait. Si tu veux continuer, tu dois achever cette personne. Sinon, arrête le jeu, pose la manette. Première fois que le jeu fait ça. Te donne envie de poser la manette. Bon, je l'ai fait parce que ça m'a saoulé. Parce qu'elle m'avait saoulé, la personnage. Mais techniquement, tu la vois, elle a plus rien, elle est au sol, la go. Hop, et paf, un coup de tuyau, c'est un tuyau, je crois. Soit c'est un tuyau, ou alors elle a une. Si, c'est un tuyau. Ou une batte. Premier coup, paf. Après, le jeu te dit, rappuie sur croix. C'est pas sur croix, sur carré. Paf, tu rappuies, paf, jusqu'à l'achever. Et là, en fait, la scène est tellement bien foutue. Tu vois juste Ellie, tu vois pas ce qu'elle frappe. Tu vois juste Ellie, comme ça, en plan serré. Et toute la lumière autour d'elle est rouge. À plein moment, le jeu, quand tu démarres, la lumière devient rouge. Dans le métro, là, au début, tu pars avec Dina. Il y a une scène dans le métro de Seattle où la lumière est rouge. Et tu sens que le jeu, là, il est plus sur l'amour du tout. Il est sur la haine, la vengeance, la rage. Instantanément, dès que tu vois cette lumière rouge, je savais que le jeu allait parler de rage et de haine et de vengeance. Et là, c'est pareil, la scène, t'es en train de buter une affiliée des Wolves, l'amie d'Abby. Par pure... Pourquoi la buter? Elle n'a rien fait. Animal Crossing. Je viens de voir ce que écoutait Wowo. Mais incroyable. Tu peux pas. Si tu veux continuer le jeu, tu dois buter cette personne, même si tu n'as pas envie de le faire, même si ça n'a pas de sens. Et voilà, après tu sors de l'hôpital, et finalement ça n'a rien servi, parce que tu n'as pas trouvé Abby. Tu ne sais pas vraiment où est-ce qu'elle est. Tu sais qu'elle est dans un aquarium, etc. Et du coup, hop, chapitre suivant, jour 3. Tu vas dans l'aquarium. Avec une scène qui est magnifique, parce que tu vois que l'océan a monté. Et du coup, tu es pris dans l'océan, tu dois monter un bateau, etc. Bref, c'est magnifique. Tu arrives dans l'aquarium, et bah, et toujours pas Abby. Abby n'est pas là. Tu ne tombes que sur son ex et sa meuf actuelle. Et encore une fois, paf, tu les butes. Pourquoi? Et c'est là que vraiment, elle prend conscience qu'elle a vrillé. En fait, là, tu prends conscience avec elle encore plus qu'elle a vrillé dans sa tête, Ellie. Parce que au moment de tuer le mec, il a le temps de lui dire elle était enceinte. Et il parle de la meuf que tu viens de buter avec lui. Et effectivement, enceinte, tu le découvres et elle est abattue. Ellie est abattue. C'est fini. À ce moment-là, c'est fini. C'est trop tard. Et Abby, à ce moment-là, a tout perdu. Elle a perdu ses amis que Ellie a tués. Scène de fin du jour 3. Tu retournes, parce que pendant ce temps-là, Ellie se cachait avec Dina dans un théâtre. Tu retournes au théâtre. Abby t'a retrouvé. Et il y a une scène où tu as juste Abby et Ellie face à face. Où Abby tient en joue Ellie et dit n'avance pas, jette ton arme. Cut au noir, pouf. Et là, le jeu te surprend. Parce que tu te dis, bah, jour 4. Jour 4, hop, Ellie, combat. Non. Ah non. Le jeu fait un truc qui est... C'est tellement... C'est bien pensé, mais ça va diviser. Tu sais que ça va diviser les joueurs. J'explique. Cut au noir. Juste avant, tu as appris avec Ellie à haïr Abby et ses potes. Tu as haï. Tu n'as fait que te venger totalement.
Tu n'as fait que tuer des gens qui étaient liés à Abby parce qu'ils étaient liés à Abby. Tu n'as fait qu'être rempli de haine envers cette femme. Tu as vu la scène où elle a tué Joël. Tu as vu son pote cracher sur Joël. Tu n'as eu que de la haine. Et là, le jeu te dit... C'est ça qui est... T'as raison, je suis d'accord avec toi, c'est exceptionnel. Et là, le jeu te dit, hop, carte noire, et là, tu vois quoi? Tu vois quoi? Écrit. C'est réécrit jour 1, Seattle. Seattle jour 1. C'est pas écrit Seattle jour 4, c'est écrit Seattle jour 1. Confusion. Qu'est-ce qui se passe? On retourne dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une confusion? On a mal avancé? Et là, tu ne vois plus Ellie dans ton écran. Tu ne vois pas Dina, tu ne vois pas Joël qui aurait pu survivre par une raison, par la force des spectateurs. Tu ne vois pas Tommy, tu ne vois pas Jessie, non. Tu vois Abby. Le jeu te dit, maintenant tu vas jouer Abby. Et t'as pas le choix. Et sur ça, plein de joueurs n'ont pas su surmonter leur rage et ont posé la manette, ont arrêté le jeu. Parce que c'est trop, on t'apprend à haïr, on te dit, ouais, c'est ça, on te donne un personnage à haïr totalement, et ça marche. Ça marche. Abby, je l'ai haï en toute la première partie du jeu. On te dit, tu la détestes, c'est une connasse, elle a tué Joël, et on te dit après, joue-la, incarne-la, vas-y, rejoue tout ce qui s'est passé, mais de son point de vue. Et c'est ce qui se passe. Tu rejoues tout ce qui s'est passé pendant les 3 jours du point de vue d'Abby. Le jeu a divisé tellement de... C'est magnifique. Et moi, j'adore ça. J'adore tout ce qui est contradictoire. Quand des albums, je vais vous en montrer un, et je pense que pour certains, ça va vous parler. Moi, je vous montre ça, là. Ça, c'est l'album de Metallica qui a le moins été apprécié, qui a divisé tout le monde. C'est l'album qui a fait dire à tous les puristes de Metallica que c'était... qui a fait dire que Metallica c'était mieux avant, que c'était les 5 premiers albums uniquement. Ce qui est faux, hein. Mais il y a tellement de moments où j'ai pas le temps, occupe-toi de ça, démerde-toi, j'ai pas le temps de parler avec ça. Tellement de trucs qui divisent, que moi j'adore ça. J'adore quand un truc divise, quand les gens sont pas d'accord, mais qu'ils écoutent pas le truc en question, qu'ils n'ont pas la curiosité, j'adore ça. C'est tellement con de pas aller essayer un truc genre. Et bref, ça divise, tu joues Abby, tu revois les 3 moments, tu apprends qui sont finalement la dernière faction du jeu, enfin la 4e faction. Non, par contre, ça dégage, arrête ça, gros, commence pas à faire ça, gros. Bon, arrête, non, on commence pas à parler de débat comme ça, gros. Je prendrai pas parti. Mais ouais, tu revois les jeux, tu apprends qui sont les Séraphites, les Scars. Hein, tu fais la connaissance d'un petit Scars qui s'appelle Liv, Lut, je sais plus comment il s'appelle. Un petit garçon, il y a une petite fille d'ailleurs, une petite fille qui est sa sœur. Tu les sauves. Rien à... Putain mais... arrêtez là, arrêtez, je vais être obligé de cliquer sur bannir, arrêtez, j'ai pas envie de faire ça, surtout pas à toi, Bobo. Bref. Tu apprends qu'ils sont... Et là, tu dois les sauver, tu les sauves de leurs confrères Séraphites, puisqu'ils se sont rebellés, ils ont quitté le camp. Le petit s'est rasé la tête alors qu'il n'avait pas le droit de se raser la tête, parce que les Séraphites, ce sont des gens qui ont une manière de vie un peu spéciale. Ils croient en une prêtresse, etc. Ils ont une manière de vie, ils doivent pas se raser la tête, etc. Et voilà, il s'est rasé la tête, il a été exclu. Sa sœur aussi, elle est partie avec lui. Ils ont donc renié, dès qu'ils croisent des Séraphites, ils se font tirer dessus. Vous voyez. Putain. Je vais arrêter de lire le chat. C'est chiant parce que c'était bien. Arrête, c'est chiant, arrête. S'il te plaît, juste arrête. Après, quand je jouerai à... Si tu pourras faire toutes les blagues comme ça quand je jouerai à Red Dead 2. Vraiment, je te jure. Mais là, s'il te plaît, faut pas. Bref. Mais ouais, putain, t'apprends... Abby, finalement, a un cœur. Tu découvres que Abby a un cœur. Elle sauve des enfants. Et elle évolue avec eux. Tu infiltres les Séraphites avec le petit, par exemple. Tu revois la scène de l'hosto. Non, je joue après, là. Toujours pas joué, là, je parle. Tu rejoues la scène de l'hôpital version Abby, la scène de l'hôpital, juste avant qu'Ellie arrive.
Cette scène de l'hôpital. Dri vous l'a teasé juste avant. On va en parler. On va en parler, cette scène de l'hôpital. Parce qu'en fait, la petite que vous avez sauvée juste avant, que t'as sauvée avec Abby juste avant, elle s'est blessée. Il faut l'amputer, mais tu peux pas l'amputer. Tu n'amputes pas quelqu'un n'importe comment. Il faut l'amputer le bras. Donc toi, tu vas avec Abby chercher du matériel dans un hôpital qui est contrôlé par les Wolves. Wolves qui sont en guerre contre les Scars. Toi, t'as sauvé une Scars, tu es Abby des Wolves. Tu dois chercher un truc médical dans le camp de tes alliés pour les ennemis de tes alliés. Vous comprenez? Et là, il y a confusion. Tes alliés se retournent contre toi, bref. Tu arrives au fond de l'hôpital. Et le fond de l'hôpital, le sous-sol, déjà, tu sens que c'est pas bien. Tu sens que déjà dans le jeu, quand vous voyez des spores sur les murs, vous savez qu'il y a des infectés pas loin. Des infectés, pas les gentils infectés qui te courent juste dessus, tu les butes. Non, non. Les claqueurs, les colosses, les rôdeurs, voilà, les pires. Les rôdeurs, c'est les pires. Parce qu'ils se cachent, ils sont intelligents, ils sont relous. T'arrives au fond, tu trouves. Tu cherches, en plus, il faut chercher. Tu cherches dans toutes les salles. Tu combats des infectés. Tu vois une ambulance. L'ambulance, c'est le salut. L'ambulance, tu ouvres les portes, il y a le médicament. Il y a tout, il y a le... Mais malheureusement, t'es dans l'ambulance. Ça, par contre, c'est une scène qui m'a traumatisé. Derrière toi, t'entends un bruit, tu te dis, ouais, c'est un colosse. Ça, c'est... Le colosse, c'est bon. 3 coups de pompe, une flèche, une mollo, c'est terminé, voilà. C'est pas un colosse. C'est pas un colosse. Désolé, mais... C'est pas un colosse. C'est pas un colosse. Hein? Est-ce que ça pour vous? Est-ce que ça pour vous? C'est un colosse, ça. Ça, c'est un colosse, ça pour vous? C'est plus qu'un colosse, ça. C'est un délire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et ça c'est l'ambulance. C'est-à-dire que, en fait, la scène, c'est vraiment bien foutu parce que vous êtes dans l'ambulance et vous voyez que Abby, elle a sa lumière. Il fait tout noir, il n'y a pas de lumière autour. Elle a sa lumière qui pointe vers rien parce qu'elle regarde rien, elle regarde un truc qui est devant elle. Et là, t'entends le bruit. Tu dis, tu dis dans ta tête, ouais, c'est bon, c'est un colosse, c'est plié. Hop, t'entends, et là d'un coup, la lumière, paf, arrive sur le bac, et là tu vois le truc, la boule que je vous ai montré, le monstre en question. Et là, tu dois appuyer sur tous les boutons de ta manette. T'as un QTE qui se lance, tu dois sortir de l'ambulance et tout. Et après, le jeu te fait combattre le monstre que tu as vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut combattre, c'est long. Je suis mort plusieurs fois dans cette scène-là, c'est traumatisant. Le truc, il fait peur, enfin, il est... Ouah. Tu te dis comment ça a pu être créé et qui... Est-ce que quelqu'un a fait cette chose? Est-ce qu'un scientifique un peu tordu a testé des choses sur les infectés? Tu sais pas. Mais c'est tellement... Vu que tu sais pas, ça te fait encore plus peur. C'est ça qui marche dans les films d'horreur et dans les trucs d'horreur. Le caché et l'inconnu fait beaucoup plus peur que le conscient et le dévoilé. C'est fou. Traumatisant. Bref, tu sors de là. Et en fait, tu te rends compte que tes efforts n'en servaient à rien parce que juste après, la petite, elle se fait flinguer. Par les siens, parce qu'après tu vas dans son village. Parce que tu dois retrouver le petit qui s'est enfui vers son village natal. Elle se fait flinguer, la petite. Excellent, non? Parfait. Super. Sauve le petit, etc. Mais bref, tu reviens au jour 3, passant par plein d'endroits, je vais résumer parce que ça devient long là. Mais putain, tu reviens et là tu revois la scène du point de vue d'Abby. Le jeu te dit... Le jeu te fait croire que tu vas devoir buter Ellie avec Abby. Parce que tu te bats contre Ellie, avec Abby tu dois infiltrer le théâtre, enfin tu dois être discret par rapport à Ellie. D'ailleurs très drôle, dans cette scène là tu découvres que finalement quand Ellie s'accroupit, bah, son sac dépasse. Donc les ennemis sont soit un peu cons, soit vraiment ils voient rien. À flelou. C'est fou. Et voilà, après voilà, hop, le jeu cut au noir. Et Abby, enfin avant ça, Abby menace de tuer Dina, mais finalement elle résigne à le faire, bref. Et voilà, t'arrives, cut au noir, et hop, tu reprends un peu plus tard. Il y a Ellie et Dina qui sont dans une maison, avec le fils de Dina, puisque Dina a eu un fils. Et voilà. Tu dis que c'est fini, tu dis que c'est qu'une petite scène pour bien finir le jeu en beauté, en douceur. Là, j'avais déjà pris ma dose. Là, le jeu m'avait déjà mis au sol, m'avait déjà roué un peu de coups. Mais il n'y avait pas encore eu la grande leçon du jeu. Il y avait déjà eu plein de leçons sur le fait de la vengeance. Est-ce que c'est bien? Est-ce que il ne faut pas devenir ce qu'on combat finalement? Devenir ce qu'on combat, c'est finalement perdre tout. Le jeu l'avait montré avec Abby, mais le jeu n'avait pas encore vraiment
parler aux gens, on n'allait pas vraiment doubler le message, parce que c'est ça qu'il faut. Doubler le message, appuyer les propos en le faisant vivre aux gens. Parce qu'Abby, on n'a pas vraiment vécu la mort de ses potes, puisque bah, on l'avait vu avant. On a buté ses potes avant de jouer Abby. Là, après, on rejoue Ellie, et en fait, elle veut se venger finalement. Elle retrouve Abby, elle traque Abby. Dina lui dit non, n'y va pas. Si t'y vas, moi je vais faire quoi en fait? Je m'en vais, je fais quoi? Je fais comment? Elle y va quand même. Donc, voilà. Elle y va. Elle part, elle va chercher Abby. Elle retrouve Abby. Elle se bat contre une nouvelle faction d'ailleurs, hein, les Crotales. Je sais pas qui c'est, les Crotales. C'est pas. Apparemment, ils font des recherches sur les. Ils font des expériences sur les infectés, mais bref. Pas de boss, pas d'infectés à combattre. Là, c'est du Crotal à battre. Et après, c'est le combat final. Mais c'est pas vraiment un boss final. Le boss final, c'est une Abby. C'est pas. C'est le dernier combat, c'est le combat d'Ellie contre Abby. Une Abby qui est fébrile parce qu'elle s'est fait capturer par les Crotales et qu'elle s'est fait mettre sur un pic accroché avec les mains et les pieds. Bref, il n'y a pas vraiment de combat, juste c'est un combat dans la boue où même Ellie force Abby à se battre en fait. Abby ne veut pas se battre, elle veut juste se barrer. Et finalement, Ellie épargne Abby et la laisse partir à la fin du combat. Elle a 2 doigts pour la buter, mais elle a un flash. Elle a le flash. Et même avant, quand elle était encore dans la maison avec Dina, elle a eu le flash de la mort de Joël qu'on revoit une 3e fois, qui donne envie de se battre. Elle a envie de partir, elle part, et là, elle revoit le flash de Joël. Elle ne voit pas le flash de Joël mort en épargnant Abby. Elle voit le dernier flash de Joël. Le dernier flash de Joël, on en parle plus tard parce que c'est la fin du jeu. C'est la dernière scène. Mais là, elle rentre. En plus, elle a perdu 2 doigts parce que Abby lui a croqué 2 doigts. Elle les a croqués. Ta gueule, oui, je l'ai déjà dit 3 fois. Et tu pars. Tu rentres à la maison avec tes doigts en moins. Dina est partie. Tommy est parti parce que Tommy était revenu aussi. Parce qu'il est pas finalement, il était pas mort. Et là, tu prends conscience que Ellie aussi, en voulant se venger, a perdu tout. Elle a perdu Dina qui est partie. Elle a perdu son fils avec qui elle avait tissé des relations aussi. Qui est parti avec sa mère qui était Dina. Jesse est mort. Tommy est parti. Joël est mort. Tous ses potes sont morts aussi. Elle ne peut même plus jouer de guitare. Elle essaye de jouer le morceau de Joël. Elle ne peut pas. Il lui manque 2 doigts. Impossible. Elle pose la guitare. La scène est super faite parce que la caméra reste sur la guitare et la fenêtre. Juste, tu vois Ellie partir du cadre et ressortir dans la maison et partir au loin. Dans un coin où si t'es attentif au jeu, quand tu te balades avec le bébé de Dina dans les bras, il te dit pourquoi on va jamais par là, Ellie? Et Ellie répond parce que là-bas il y a que du malheur, il y a que des choses sombres. Et Ellie part vers ce coin-là à la fin du jeu. Et la scène de fin du jeu, c'est un